Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Le projet de PPE pour les besoins en énergie en Guyane présenté cette semaine aux instances de l'État. Dans le même temps, la consultation publique est ouverte depuis la semaine dernière sur le net et dans les locaux de la CTG et la DEAL. Vos avis sont attendus. Le premier centre de rééducation des enfants et des adolescents des Antilles-Guyane, inauguré ce matin. Les Coucoulicous accueilleront chaque jour 15 jeunes à compter du mois prochain. La structure a ouvert ses portes en avant-première ce matin. Et puis il y aura de la kizomba dans ce journal avec l'association Kiz West à Saint-Laurent. Depuis 2 ans, elle fait bouger les adeptes de cette danse originaire d'Angola qui ne cesse d'attirer de nouveaux amateurs. Découverte dans votre journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le projet de PPE est donc à votre disposition. Ce document qui détermine les besoins et les travaux à réaliser pour l'énergie en Guyane à l'horizon 2023 pourra être consulté, voire même commenté jusqu'en janvier prochain. Et dans le même temps, la première vice-présidente à la CTG effectue une série de rencontres à Paris pour défendre le dossier auprès des différentes instances d'État. Hier, c'est au Conseil national pour la transition écologique qu'il était présenté. Mais que prévoit le document? Les grands axes avec Ayodele Germain. Dans ces fascicules, le plan pluriannuel de l'énergie en Guyane, disponible à l'accueil de la CTG et à la préfecture, mais aussi en ligne. Il est consultable par tous. À l'issue de la consultation publique, nous allons nous réunir en comité de pilotage avec l'État et donc les élus de la CTG, dépouiller un peu l'ensemble des remarques du public, voir ce qu'il y a lieu de prendre en compte ou non. Et là, effectivement, la PPE sera revue en fonction des désirata de tout un chacun. Elle sera ensuite présentée en plénière au niveau de la CTG, donc à l'ensemble des élus, avant d'être transmise à Paris pour éventuellement la promulgation d'un décret simple. Selon les estimations de cette PPE, en 2023, la demande en électricité connaîtra une croissance de 29%, d'où la nécessité de booster la production. Cela passe notamment par le renouvellement des turbines à combustion de Kourou, par la mise en service d'un moyen de base à puissance garantie de 20 MW pour répondre aux besoins de développement de l'Ouest, mais aussi par une production thermique d'à minima 120 MW dans la centrale thermique de Dégradé-Cannes. Pour le syndicat CFE-CGC Énergie, ce n'est pas assez. Nous, on a préconisé 150. Pourquoi? Pas parce que le besoin serait immédiat, mais par rapport à ce qu'on vient de vivre là. On vient de se rendre compte qu'on est en train de gérer dans l'urgence. Gérer dans l'urgence nous met en tension. Si on ne prend pas de marge suffisante, on va encore se retrouver dans la prochaine PPE à gérer de l'urgence aussi. Donc c'est pour cela que nous préconisons une marge de sécurité supérieure à celle qui est prise, qui est surtout une marge de sécurité économique. Déjà, pour moi, il y a un élément primordial, c'est l'anticipation. Là, on est très en retard par rapport aux besoins du département. Il est urgent de prendre des décisions. C'est vrai que prendre des décisions sans avoir fait d'études préalables, c'est un peu difficile, mais je pense qu'il existe suffisamment d'études déjà réalisées pour avoir au moins une vision suffisante pour pouvoir prendre des décisions et pouvoir les ajuster en cours de route. Côté énergie renouvelable, la Guyane fait figure de bon élève, principalement grâce à l'énergie hydraulique. Notre région affiche 64% de production d'énergie propre. La biomasse reste le parent pauvre. Elle représente juste 1% de la production d'électricité en 2014. L'un des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie est de développer cette filière. Quand j'entends parler d'une structure biomasse à Saint-Laurent et que je sais qu'on n'a même pas contacté la centrale, l'usine de Rome qui génère un potentiel de biomasse avec la bagasse dans la romerie, pour savoir si ces résidus de biomasse qui lui posent problème actuellement auraient pu être utilisés justement dans une usine à biomasse. Je suis quasi sûr qu'on n'a pas fait le bilan de toutes les sources potentielles de biomasse sur le territoire. Actuellement, le système énergétique guyanais dépend à 80% des importations, principalement des hydrocarbures dont l'essentiel est utilisé dans les transports.
Pour aller plus loin, je rejoins à présent notre invité, le secrétaire général de l'UTG Éclairage, avec nous ce soir. Bonsoir, Davy Riemann. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, des réunions de concertation avaient déjà eu lieu en début d'année. La consultation publique vient de démarrer. Ce document de programmation pluriannuelle de l'énergie s'envisage à l'horizon 2023, voire 2030 dans certains aspects, en tout cas en plusieurs étapes. Dans le fond, le document met l'accent sur les énergies renouvelables qui devraient devenir la source principale, notamment dans les communes de l'intérieur, aujourd'hui alimentées surtout en carburant. Et puis, Jean-Bernard Lévy, le PDG d'EDF de passage il y a quelques jours, indiquait qu'en Guyane, par rapport à l'Hexagone, on était à 60% déjà d'énergie renouvelable. Quel est votre point de vue ? Écoutez, c'est lui qui le dit, donc effectivement la Guyane est un excellent élève en matière d'énergie renouvelable puisque la production annuelle en Guyane représente 65% en énergie renouvelable, une grande partie grâce au barrage de Petit Saut. D'accord ? Donc ça veut dire que nous sommes en avance ce que se prévoit la loi, nous en tout cas en Guyane. C'est pour cela que nous disons attention, ce qu'il y a dans le document aujourd'hui, pour lequel nous n'avons pas participé, il n'y a pas de concertation avec tout le monde, ça je tiens à le rappeler malgré tout. Dans le fond, on manque beaucoup d'ambition. On va parler au plus précis encore une fois, on ne prépare pas l'avenir avec ce qu'il y a dans le document malheureusement. Je prends pour un exemple simple, les 20 MW prévus à Saint-Laurent. Donc ça, c'est une annonce qui a été faite par le PDG d'EDF quand il était là il y a quelques jours. Qui est inscrit dans la PPE, je le rappelle. Et quand on sait qu'aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, la pointe d'énergie demandée dans le bassin de l'Ouest, donc en l'occurrence à Saint-Laurent, en grande partie, on avoisine les 15 MW déjà. Sans compter, il y a le nouvel hôpital qui va se raccorder, il y a une station d'épuration, il y a des choses qui arrivent durant l'année. On est déjà quasiment au taquet. Et on entend quand même mettre 20 MW. C'est un non-sens. En moyenne, puisque vous parlez de chiffres, c'est intéressant, mais soyons quand même suffisamment clairs pour tout le monde. En moyenne, en 2012, l'ensemble des consommateurs utilisaient 100 MW par jour et puis 120 en soirée, selon les chiffres d'EDF. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de fournir suffisamment d'énergie pour satisfaire la totalité des besoins des Guyanais? Alors, par rapport à la puissance installée en Guyane, qui est d'un peu plus de 200 MW aujourd'hui, on pourrait dire oui, puisque la pointe aujourd'hui est entre 140 et 150 MW à différents moments de la journée, soit au milieu de journée, vers midi, et en début de soirée quand les gens rentrent chez eux. Mais il faut savoir que vous n'avez jamais toute la puissance installée disponible tous les jours. C'est pas vrai. Soit pour des raisons d'avarie, soit pour des raisons de maintenance préventive ou même de maintenance curative. L'obsolescence aussi peut-être du Oui, mais bien sûr, matériel. ça fait partie. Donc, quand on parle de maintenance, donc on parle aussi de l'obsolescence du matériel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport à la situation que connaît la Guyane, on est à flux tendu quotidiennement. Je prends par exemple aujourd'hui, peu de personnes le savent, aujourd'hui à Petit Saut, l'eau est très bas. Là, on n'a pas beaucoup de stock, donc on est obligé de gérer. Ce qui fait que sur les 4 turbines, il n'y en a que 2 qui tournent. À Dégradé-Cannes, nous n'avons pas les 72 MW installés. Aujourd'hui, on va essayer entre 30 et 40 MW. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on est déjà en limite. Quand j'entends parler de l'indépendance énergétique, ça me fait doucement rire, puisque tel que le réseau Guyane est constitué, je le rappelle, on n'est pas interconnecté, donc on a une ligne qui commence à un point, qui s'arrête à un point. On aura toujours besoin du thermique. C'est le seul moyen de production aujourd'hui qui est en capacité de reprendre une grosse poche de consommation très rapidement. Parce qu'il est plus puissant. Non, c'est sa capacité à récupérer un gros volume de puissance très rapidement. Contrairement au solaire, qui aujourd'hui, si on n'a pas les batteries pour stocker l'énergie produite, ce qui est produit est rendu tout de suite. Il faut les batteries aujourd'hui dans le solaire, il faut du stockage, mais le stockage dure qu'un temps également. C'est pour passer, comme on dit, les pointes. Donc, il y a une grosse consommation, donc on va lisser la pointe, comme on dit, avec le solaire. Mais donc, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, d'après les infos qu'on a pour le moment, le barrage de Petit Saut permet d'alimenter presque 80% du réseau, on va dire, en Guyane. Il est évoqué, bien sûr, depuis longtemps, un nouveau barrage, même s'il ne figure pas précisément dans le plan de prévention annuel, dans la programmation pour l'énergie en Guyane. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faut pour que le système en Guyane fonctionne bien pour tous les Guyanais? Alors, je vais vous répondre très clairement. Il faut qu'on arrête de voir la Guyane juste sur la bande littorale. C'est l'erreur que l'on fait depuis combien d'années? Là, il faut vraiment arrêter ça. Ce qu'il faudrait en priorité, c'est effectivement mettre un schéma d'aménagement pour l'énergie sur le territoire, avoir une volonté de mailler le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les lignes de transport, telles que nous connaissons sur tout le littoral, les amener dans les communes de l'intérieur pour relier toutes les communes de Guyane au niveau de la très haute tension, la 90 000 volts, pour commencer. Et deuxièmement, pour que ça puisse se faire aussi en deuxième temps, il faut plusieurs moyens de production à différents endroits sur le territoire guyanais. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on mettra ça en place comme projet politique,
Ça va permettre justement à la Guyane de sortir dans la situation dans laquelle elle se trouve énergétiquement parlant. On n'aura plus de discriminés énergétiques. Je rappelle que même sur le littoral, il y a des gens qui n'ont pas accès à l'énergie, ce qui est aberrant en 2016, je rappelle son territoire. Mais si on ne fait pas ça, on ne va pas y arriver. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit, ce document-là, tel qu'il a été constitué, même si c'est pour 2023-2030, on doit inscrire les grandes lignes, les volontés politiques avec beaucoup d'ambition pour qu'on arrive justement à ça. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et il nous reste beaucoup à faire malheureusement. Et comme l'État et la CTG n'ont pas jugé bon de faire participer les forces vives du territoire, ce document-là, on voit les grandes carences qu'il y a à l'heure actuelle. Il y a 9 ans quand même, il y a 9 ans de cela, un congrès sur l'énergie s'est tenu avec les élus guyanais. Ces besoins avaient déjà été listés à l'époque. La fermeture de la centrale de Degradé-Kane était abordée pour mettre en place une nouvelle plus puissante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en est encore là à demander ces changements? Je pense qu'il faudra que vous posiez les questions aux personnes qui ont pris les décisions à l'époque. Effectivement, on a eu de cesse de répéter que des décisions importantes, ambitieuses avaient été prises en 2007 par nos élus en congrès. Mais à part la ligne qui relie Saint-Laurent à Patou en 20 000 volts, rien n'a suivi d'effet. Quand je lis dans la PPE aujourd'hui qu'on va faire une étude technico-économique pour voir si on peut faire le doublement de la ligne de Kourou à Saint-Laurent, je me dis là qu'on n'a toujours pas compris, on n'a toujours pas pris conscience de la réalité. Ça, c'est grave. C'est inscrit dans la PPE, on va faire une étude technico-économique. Il y a un gros problème là. Donc selon vous, il faut vraiment axer sur les connexions dans le réseau. Quand même un dernier point, 1000 emplois devraient être créés, en tout cas selon le texte de cette PPE. C'est aussi peut-être une réponse et une avancée par rapport aux revendications du mouvement dont on se souvient qui a duré très longtemps en Guyane avec l'UTG Éclairage. On réclamait quelques emplois. Donc là, 1000 postes à l'horizon 2023, bien sûr. Est-ce que c'est une réponse, une avancée selon vous? Alors, le jour où c'est annoncé en plénière, parce qu'on a fait pas mal d'annonces à ce moment-là, on a posé la question de savoir, il est facile de donner des chiffres comme cela. Maintenant, il faut qu'on soit précis. On a dit 1000 emplois, ok. Des emplois de quelle catégorie pour commencer? Où? Comment? Il devrait majoritairement s'agir des énergies renouvelables, en fait, des personnes qui travaillent dans ce secteur. Aujourd'hui, pour être clair, on fait des plans sur la comète. C'est une grande nébuleuse, personne ne sait. Cette PPE-là a été montée par qui? Par l'État, la CTG et les producteurs privés. Quand vous regardez le document, il y a plein de projets qui sont inscrits. Ce sont des producteurs qui sont venus avec des projets. On dit, ouais, moi je peux produire, j'ai une bêtise, de 10 MW, j'ai ça, machin. Est-ce que vous, les collectivités, vous êtes en mesure de me subventionner? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'État et la CTG ont accès les subventions en grande majorité sur la biomasse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de dire aux Guyanais que couper du bois et le brûler, c'est ça l'avenir écologique de la Guyane? Je ne pense pas. Aujourd'hui, je rappelle quand même que les côtes guyanaises sont bercées par l'océan Atlantique. C'est l'océan où les courants marins sont les plus puissants. On a nos amis antillais qui ont démontré qu'on peut utiliser les courants marins. Vous voyez bien que dans ce document-là, il manque beaucoup de choses. Un exemple aussi tout simple. Très rapidement. On a la capacité via Petit aujourd'hui, par exemple, à fabriquer de l'hydrogène propre. À partir de là, en séparant les molécules. Aujourd'hui, vous avez le centre spatial qui fabrique de l'hydrogène en partant des produits d'hydrocarbures. Et on peut utiliser les piles à combustible pour les communes de l'intérieur, par exemple. Et tout ça, c'est déjà là. Mais est-ce qu'il y a eu des échanges, des études? Non. Pourquoi? Allez savoir. Nous, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est un document qui est fait entre copains pour faire du business et rien d'autre. Merci beaucoup, Devirima, d'avoir répondu à nos questions. On poursuit. Chantal Berthelot s'est exprimée hier soir à l'Assemblée nationale lors d'une séance portant sur le projet de loi finances rectificative de 2016. La députée a d'abord réclamé une garantie d'emprunt sur les 53 millions d'euros de prêts pour la CTG. Garantie finalement obtenue, mais non sans peine. Le dossier a suscité de vives critiques de la part d'un député de la Marne. Regardez. Mes chers collègues, est-il raisonnable de garantir ce prêt? Oui, mais mes chers collègues, l'exposé des motifs, c'est pas moi qui le dis, on nous explique que la collectivité territoriale de Guyane se trouve aujourd'hui dans une situation d'impasse budgétaire et de capacité d'autofinancement très faible, voire négative. Et donc, ça veut dire que cette garantie, elle jouera. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas une garantie, c'est une subvention d'investissement. La Cour des comptes nous a fait un rapport il y a quelques années sur la situation dramatique du Conseil général de Guyane. Hein, et je passe des détournements, corruption, enfin il y a tout. Ah ben c'est pas moi qui le dis. Il y a eu des décisions de justice, ma chère collègue. Dire à M. de Courson que je ne peux pas me permettre de dire que des élus guyanais ont été mis en justice pour corruption au niveau du Conseil général. M. de Courson,
cet emprunt, les Guyanais le rembourseront, car il y a des mesures que la CTG prendra dans sa gestion. Et il est aussi demandé, nous allons tout à l'heure passer l'article 39 sur le RSA, où la Guyane, malheureusement, le Conseil général de Guyane, a un delta de 30 millions d'euros par an sur le RSA. Donc je n'admets pas ici, dans cette enceinte, que vous puissiez insulter les Guyanais à dire que nous n'allons pas rembourser. Parce que je vous rappelle que si l'État, la France ou l'Europe, un port spatial européen, c'est grâce à la Guyane au jour d'aujourd'hui. Je ne vous permets pas non plus de me dire de poursuivre. Parce que la Guyane a un tribut qu'elle paye très cher au niveau de l'État ici, sur la biodiversité, sur un complément d'or qu'elle a. Donc je vous permets de ne pas parler comme ça de mon territoire. Merci. Autre séance sous tension à Kourou, cette fois après l'annulation de 2 délibérations du conseil municipal par le tribunal administratif suite à une requête de l'ancien maire remettant en cause notamment les montants de la dette communale. Cette confrontation promettait d'être particulièrement houleuse. Les deux parties se sont vouées à une jouxte verbale. Provocation et nom d'oiseau ont secoué la salle de délibération pendant près de 2 heures jusqu'au départ de l'ancien maire et de son adjointe. Quelques extraits de ce conseil municipal. Attendez, mais calmez-vous. Je lis en page 3 que les Calmez-vous, là. résultats sont erronés. Je lis que vous avez surévalué les dépenses. Calmez-vous. Voilà ce que je lis sur le. Calmez-vous. Et aujourd'hui, vous faites votre DGS dire que les chiffres ne sont pas erronés. Vous faites M. Toula dire que les chiffres ne sont pas erronés. Je dis, et j'ai la chair de poule, cher Kouroussia. 6 ans 6 ans 6 ans au sein de la collectivité. Et vous ne savez pas, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Et cette dame qui est ici, qui vous fait croire aujourd'hui à tous les Kouroussiens qu'elle est capable de comprendre un budget qui ne comprend rien du tout au budget. Passons à présent aux chiffres de la semaine. Plus d'1,5 million d'euros, c'est la récompense globale offerte à la CACL pour la mise en place d'un plan d'action sur 3 ans en faveur des énergies propres. 10 actions proposées par l'Aglo avaient été validées par le ministère de l'Environnement en mai dernier. Cette somme permettra de les mener à bien. Les liens se resserrent entre la Guyane et le Brésil dans les études supérieures. Une convention de partenariat a été signée entre l'Université fédérale de l'Amapá et l'Université de Guyane en 2015. Elle est désormais élargie à toutes les universités de cet État voisin avec des programmes d'échange bientôt déployés. Un accord qui a été signé hier dans le cadre de la dernière journée de la commission mixte de coopération. On écoute le président de l'Université de Guyane à ce propos. Ça peut toucher à la mise en place de projets de recherche communs que nous menons à la fois au Brésil et en Guyane. Ce peut être aussi des échanges d'enseignants-chercheurs qui interviennent dans nos diplômes Université de Guyane pour pouvoir apporter de l'expertise et propre à ce qui se fait du côté du Brésil. Et de la même façon, par réciprocité, nos collègues de Guyane interviennent aujourd'hui déjà dans un certain nombre de formations au niveau de l'UNIFAP ou au niveau de l'Université d'État de l'Amapá. Donc les enjeux, ce sont des enjeux qui touchent autour de la mobilité des enseignants, autour de la mobilité étudiante, puisque là aussi, dans le cadre des séminaires qui ont déjà eu lieu en 2016, eh bien, nos étudiants ont été mobilisés, très présents, très actifs dans le cadre des manifestations qui se sont tenues à Macapá ou à Oiapoque ou à Cayenne, puisqu'il y en a eu aussi un séminaire à Cayenne. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de porter ensemble, avec nos communautés universitaires, ces différents projets pédagogiques ou de recherche. La clinique Véronique ne fonctionne plus. Le personnel a été informé cet après-midi qu'il serait placé immédiatement en chômage partiel jusqu'au 14 décembre dans un premier temps. Une situation qui pourrait bien conduire à une fermeture prolongée. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine édition. On poursuit avec cette première dans la région. Je vous le disais en titre, un centre de rééducation pour enfants et adolescents a été inauguré ce matin. Situé sur la rocade de Zéphyr à Cayenne, la structure de jour sera en mesure d'accueillir 15 enfants pour tout type de rééducation. Si des dossiers sont déjà examinés, le centre sera fonctionnel en janvier prochain. Jonathan Lariot. Les services du tout nouveau centre de rééducation pour enfants et adolescents sont nombreux. Kinésithérapie, ergothérapie,
Et même une salle dédiée à l'accompagnement scolaire est disponible. Le but, c'est aussi bien de faire de la rééducation, comme vous dites, de soins médicaux, avec des séances de kinésithérapie, une prise en charge médicale et paramédicale, mais on a comme mission également dans un centre de rééducation de préparer la réinsertion dans la vie normale. Donc c'est-à-dire soit par rapport à la scolarisation de l'enfant, soit quand on arrive sur des périodes d'adolescente, de suivre une scolarité normale tout en ayant un parcours de rééducation assez défini, puisque c'est très programmé. Aménagé par la société HAD Guyane, ce centre de rééducation pour enfants et adolescents est le premier de son genre sur la zone anti-Guyane. Il offre une possibilité de prise en charge qui jusqu'à maintenant nécessitait des transferts en Martinique ou en métropole. Les enfants étaient transférés principalement en métropole et le fait d'avoir une structure qui démarre par l'hôpital de jour permet d'éviter justement ou de raccourcir des hospitalisations en métropole dans des centres très spécialisés et évite d'avoir un déracinement familial, parfois même des déracinements culturels qui est parfois très compliqué à gérer. Dans cet établissement, il est prévu l'accueil de 15 enfants au maximum de 1 mois à 18 ans, nécessitant des soins et de la rééducation. L'accent est mis sur la pluridisciplinarité. Une équipe de plusieurs experts accompagne les patients. Des professionnels de la rééducation et de la réadaptation, kinés, ergo, psychomotes, infirmières puéricultrices, auxiliaires puéricultrices. Nous avons également une diététicienne, une psychologue, une art-thérapeute. Et nous accueillons également une de mes consoeurs, une pédiatre en pédiatrie générale. Le centre Les Koulikou ouvrira ses portes en janvier 2017 et déjà les demandes sont nombreuses. Détendons-nous à présent avec quelques pas de danse sur un rythme kizomba. Cette danse originaire d'Angola et qui s'inspire du tango argentin rencontre un vif succès en Europe depuis plusieurs années, mais elle ne manque pas d'attirer de nombreux adeptes chez nous. Exemple avec l'association West Keys qui depuis 2 ans s'y consacre dans la capitale de l'Ouest. Elsa Gonzalez a rencontré ses adhérents. Sur un tempo lent mais rythmé, les pas s'enchaînent. Chaque semaine, le lundi et le jeudi soir, le club accueille les habitués mais aussi les débutants. Pour ce jeune enseignant, cela fait 4 semaines qu'il a commencé les cours. Assez difficile, mais bon, on s'accroche, on essaye de faire ce qu'on peut en fait. Il faut apprendre les pas de danse, tout ce qui est tempo, suivre le rythme, acquérir la gestuelle, tout ça quoi. Donc c'est assez complexe. Une danse qui demande concentration et précision. De nombreuses règles sont à respecter pour ne pas se tromper. On a des passes, des temps à respecter. Donc on a de 3 temps, 5 temps, la sortie fille, sortie garçon, 3 temps sur place, 3 temps montée descendre. Ça c'est les règles de base à respecter. Du pas suave au lever de jambes, la kizomba se danse près du corps. On parle alors de connexion. Là, on a la connexion. Donc là, à n'importe quel moment, on peut se tourner là, puisque notre partenaire... Créé il y a bientôt 2 ans, les West Keys, ce sont un groupe de jeunes passionnés de kizomba qui décident de faire découvrir et partager cette danse. La kizomba, c'est une danse, mais c'est vraiment du partage vis-à-vis de l'autre personne. C'est une danse à 2. Donc, qui dit 2, dit partage. Il n'y a pas de connotation de je t'es blanc, t'es noir. Non, c'est ça qui est bien. On oublie ça. On est tous pareils. On est là pour s'amuser, pour apprendre et pour donner. La kizomba, c'est comme une grande famille. L'essayer, c'est l'adopter. À tel point que toute occasion et situation est prétexte à la danser. On poursuit en Martinique avec cette initiative pour valoriser et perpétuer les traditions du Nord Caraïbe. Pour la première fois, la commune de Bellefontaine et l'association des pêcheurs ont invité des élèves de primaire à découvrir la tradition de la pêche en temps longtemps avec le fameux coup de Seine. Voyez plutôt ce reportage signé José Le Chertier. Quelle jolie journée, quelle jolie journée. Raleigh Senla, ses élèves de CE1 et CM2 et leurs correspondants outre-Atlantique aident les pêcheurs à tirer la Seine pour la première fois. L'opportunité de partager une toute nouvelle expérience avec les gardiens de la tradition de la commune. J'apprends que pour attraper des poissons, pour tirer le filet, on va attraper des poissons pour montrer à d'autres pays, pour faire notre correspondance et tout. On peut attraper des poissons, on peut les donner aux gens et certains poissons qui ne sont pas bons, on les relâche dans l'eau. Les enfants de 1, c'est
l'avenir de notre pays, vu que Bellefontaine, c'est une commune de marins-pêcheurs, la pêche, de l'agriculture, mais ici, on vit plus de la pêche. Bon, ben voilà, ça fait grand plaisir que les enfants viennent pour apprendre et pour connaître ce que nos grands-parents, leurs grands-parents faisaient lorsqu'ils étaient jeunes. Un coup de scène qui s'inscrit dans le cadre du second forum des traditions du Nord. L'école a choisi de faire découvrir aux élèves de primaire ce pan de la culture martiniquaise, les pieds dans l'eau et les bras en action. En parlant avec eux, on s'est rendu compte que certains, soit ne l'avaient jamais fait, soit ne savaient même pas que ça existait. Et c'est vrai que du coup, à l'invitation de l'organisme Cap Nord, on a répondu présent parce que du coup, c'est vrai que c'est une aubaine pour les enfants de découvrir ça, cette pêche ancestrale, et qui est perpétuée encore aujourd'hui. Et force est de constater que ça leur a plu. J'ai attrapé 2 poissons, enfin 1 poisson. Pour leur toute première prise, les écoliers ont eu la main chanceuse. Résultat de cette pêche miraculeuse, poisson coffre, poisson rouge et carpe qui seront partagés entre seineurs. Les petites langoustes ont plus de chance. Elles retournent dans leur milieu naturel. Un joli butin pour ces nouveaux pêcheurs. Avant de se quitter, ne manquez pas le marché de Noël de Cayenne. Il est encore temps de vous y rendre si vous souhaitez pour vous plonger dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. La manifestation spéciale investit la place du marché de Cayenne jusqu'à 23h ce soir. Saveur de réveillon, idées cadeaux, de nombreux visiteurs sont attendus. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec le projet de PPE pour les besoins en énergie en Guyane, présenté cette semaine aux instances de l'État. Dans le même temps, la consultation publique est ouverte depuis la semaine dernière sur le net et dans les locaux de la CTG et de la DEAL. Vos avis sont attendus. Le premier centre de rééducation des enfants et des adolescents des Antilles Guyane inauguré ce matin. Les Coucoulicous accueilleront jusque 15 jeunes à compter du mois prochain. La structure a ouvert ses portes en avant-première aujourd'hui. Et puis il était question de Kizomba ce soir avec l'association Kiz Ouest à Saint-Laurent. Depuis 2 ans, elle fait bouger les adeptes de cette danse originaire d'Angola qui ne cesse d'attirer de nouveaux amateurs. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas, dans quelques instants, les informations nationales et internationales avec le JT de TF1. Puis vos programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.